Cher Dominique, nous avons entendu depuis ce matin de nombreuses explications, témoignages. Et donc, à l'UNSA, quels sont vos constats en matière de RPS et de QVCT? Alors, déjà, je voudrais vraiment remercier l'organisation parce que j'ai été extrêmement surpris, agréablement surpris. Je trouve que cette journée est d'abord, très intéressante, deux, elle est bien organisée, trois, elle est très bien animée, et quatre, il y a des bons temps de rythme entre les tables rondes, et vraiment, je ne regrette pas du tout d'être venu. Ça, c'était le premier point. Sur les RPS, ce n'est pas nouveau, c'est pas un sujet nouveau. On ne le découvre pas. Moi, j'ai fait quelques conférences à Michel Debout sur le burn-out. On a fait le Tour de France avant le Covid. On a parlé du harcèlement moral il y a maintenant 10-15 ans, effectivement, dans les entreprises. Donc, ce sont des sujets quand même que nous connaissons particulièrement bien, même si les réponses apportées ne sont pas encore aujourd'hui, que ce soit dans les établissements, dans la fonction publique ou dans le privé, à la hauteur, me semble-t-il. Alors, on a connu effectivement les évolutions du monde du travail, qui sont, ce qu'on disait dans des tables rondes, les explications aussi sur les RPS pour partie, le lean management, les décisions qui sont prises des fois dans des pays étrangers, et on ne sait pas pourquoi ces décisions sont prises par des fonds de pension, et le directeur dit, ben voilà, tu vas couper un tiers de ta masse salariale, c'est comme ça. On a aussi du sens au travail. Le travail a été modifié. Avant, quand on construisait une voiture, on voyait la voiture sortir de l'usine. Là, on peut par exemple faire des moteurs à Bordeaux et l'assemblage en Turquie. Du coup, le travail qu'on effectue, on ne voit plus vraiment la concrétisation réelle. Donc, on voit qu'effectivement, il y a eu effectivement ces risques psychosociaux qui sont développés. Or, ce n'est pas terminé. De nouveaux viennent d'apparaître. Alors, c'est vrai que la Covid, alors je m'appelle Corona, donc je préfère dire la Covid, excusez-moi, je pense que c'est quand même, voilà, c'est mieux, me semble-t-il. Ça, c'est fait, voilà. Sur la Covid, avant la Covid, il était très difficile de faire des accords de télétravail dans les entreprises. C'était d'une complexité, vraiment, c'était impossible. Voilà, on nous disait, oh, attendez, c'est pas possible, etc. La Covid est arrivée et là, en un temps record, on est passé du tout présentiel ou quasiment tout télétravail. Alors, et de nouvelles pathologies sont apparues, de l'isolement, de la vie privée, vie travail, plus de limites, des gens qui n'arrivent plus à faire la part des choses entre ce qu'ils doivent réaliser et ce qu'on leur demande vraiment parce qu'il n'y a plus de contact quasiment humain, parce que vous n'avez maintenant dans les entreprises quasiment plus de bureaux. C'est-à-dire qu'on s'est servi du Covid pour dire finalement on va faire du flex office partout, donc vous n'avez même plus de quoi mettre votre petit truc personnel dans votre bureau, effectivement, pour vous sentir un peu chez vous et un peu à l'aise. Donc vous mettez dans un bureau un jour, 3 jours après ça dans votre bureau, etc., etc. Donc, et on voit bien que tout ça a changé encore une fois de plus le rapport au travail. Et donc, moi je vous le dis, sur le télétravail, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et je vais le dire tout de suite, ce qui s'est passé dans la négociation interprofessionnelle nationale, pour nous à l'UNSA, n'est pas acceptable, dans le sens où aujourd'hui, on a fait un accord de bonne conduite, mais on n'a pas fait de la norme. Et dans cet accord de bonne conduite, on a plein de choses, effectivement, tout le monde peut être d'accord, vérifier effectivement le temps de déconnexion, voir effectivement que les salariés puissent prendre le temps dans leur vie privée. C'est un catalogue de bonnes intentions, mais qui ne donne aucune norme et donc aucune obligation. Et à partir de ce moment-là, quand on est syndicaliste, il faut faire de la norme. Il faut négocier pour les salariés. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire que ce n'est pas le top du tout. Et donc, face à ce regard, Dominique, est-ce qu'il y a un constat d'égalité de traitement entre le public et le privé? Ça, Sylvie vous le dira, mais je pense que le télétravail, c'est la même chose. Voilà. Alors, nous, on a plus de médecins du travail, c'est vrai, même s'ils ne sont pas très nombreux, on en a parlé ce matin. Donc, sur l'accueil au public, c'est la même chose, c'est-à-dire dans le privé ou dans le public, etc. etc. Donc, c'est les mêmes risques, mais ils sont traités peut-être différemment. D'accord. Alors, prenons un exemple. L'évolution des CHSCT. Alors, vous, c'est en train d'arriver, je crois. Voilà. Donc, nous, on y est passé dans le privé, ça y est, c'est fait.
sur les C2SCT, très franchement, aujourd'hui, on a une vraie difficulté. La vraie difficulté, c'est que dans les entreprises de moins de 300, sauf cas particulier, il n'y a pas de C2SCT. C'est inacceptable. Depuis quand la taille de l'entreprise, elle fait qu'il y a ou pas des problématiques de santé au travail? A fortiori, si ces risques sont de plus en plus de type psychosociaux, à l'avantage des risques physiques. Exactement. Et donc, on s'est mis effectivement en fonction des risques physiques, des risques chimiques. Vous avez des C2SCT dans les moins de 300, mais les risques psychosociaux, comme ça n'existe pas et que personne ne va en parler, il n'y a pas de difficulté. Dans une start-up, vous pouvez avoir un CSE, effectivement, au-delà de 10 salariés. Alors, on doit s'occuper de la santé au travail, mais il n'y a pas de formation spécifique en tant que C2SCT. Et ça, pour nous, ce n'est pas acceptable. Alors, dans le cadre de la loi portée par Carole Grandjean sur la santé et la prévention au travail, c'est la fameuse loi qui a rajouté le C à QVCT. On avait demandé à ce que toutes les entreprises aient une C2SCT à partir du moment où il y avait un CSE. On a posé des amendements, ils ont tous été retoqués. Donc, quand il s'agit effectivement syndicalement d'avoir des droits supplémentaires, parce que c'est ça qui nous importe en tant que syndicalistes, eh bien, on se rend compte qu'il y a une volonté farouche en face de nous brimer. Je vous donne un autre exemple. On est un peu un aveugle aujourd'hui depuis les lois travail. Il n'y a plus de représentant de proximité. Le représentant de proximité, l'ancien délégué du personnel, c'était le maillon essentiel pour nous. C'était la racine qui nous permettait d'avoir effectivement des remontées d'informations permanentes. Alors, je disais ça souvent, autant que j'ai les conférences avec Michel Debout, les crayons et les gommes, c'est pas important. Sauf que ça devient extrêmement important quand on ne peut plus faire son travail correctement. Et ça crée du stress. Ça crée des problématiques. Là, aujourd'hui, les employeurs ont joué vraiment contre, une fois de plus, le dialogue social. Ils se sont servis des ordonnances Macron dans le cadre de la réforme du Code du travail. Et c'est un échec retentissant et cuisant sur les représentants du personnel, les représentants de proximité. Et ça a des répercussions tout de suite sur la santé au travail. Parce que les remontées, on ne les a pas. Et ça, c'est pas possible. Donc, je le dis, j'avertis mes camarades de la fonction publique qui vont passer cette réforme-là. Attention, servez-vous de nous pour surtout garder les représentants de proximité. Là, on a essayé d'y revenir. On a reçu une fin de non-recevoir de la part de l'État. Merci Dominique. Et donc, je te passerai le micro pour la conclusion, mais Sylvie Ménage, donc secrétaire générale de la Fédération UNSA Territoriaux, que un certain nombre d'entre vous doivent connaître. Sylvie, que peut faire une fédération au niveau national dans ce domaine des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail? Alors, je vais repartir de ce que vient de vous présenter Dominique. Dans les entreprises C300, quand le texte chez nous a été présenté, on était au-dessus de la barre des 200 dans laquelle on est aujourd'hui. Et une fédération, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert justement à prendre les problématiques qui nous remontent du terrain et celles qu'on peut constater ailleurs, y compris dans le privé, pour éviter les mêmes pièges ou pour essayer de négocier un peu mieux. Et c'est grâce à nos représentants et à leur force de conviction que nous sommes descendus à 200. Ce qui est nettement moins bien que les 50 où nous étions avant, mais reste moins pire que 300 ou 400 comme on souhaitait nous l'imposer. Alors qu'on avait quand même un train de retard sur l'installation des CHSCT de l'époque et que malgré tout ça s'était mis en place, et hop, rétropédalage pour des arguments d'économie parce que ça coûte très cher de réunir des gens, notamment à l'État où on nous avait fait petit aparté qu'à l'éducation nationale, ça faisait tant de journées, tant de personnes et que ça avait un coût. Allez hop, on rase plus court pour tout le monde. Et donc, nous sommes aujourd'hui à 200. Donc, ça sert à ça, une fédération. Avoir des représentants nationaux qui négocient les textes, qui font des amendements. Petit aparté sur la loi fonction publique, on a fait plus de 200 amendements. On obtient 2 fois rien. Mais ce que l'on obtient, il faut qu'on s'en serve, il faut qu'on le porte. Donc, on a obtenu ces 200. On a obtenu aussi que les agents, quand ils sont en difficulté, puissent être assistés d'un conseiller syndical dont on n'a jamais réussi à obtenir un statut et la protection de la personne qui s'y colle. Ça va être une vraie difficulté. Donc ça, c'est le côté national. Mais une fédération, c'est
notamment à l'UNSA, avec son autonomie et dans la territoriale, je peux vous assurer qu'on n'a pas du tout la même vie dans une petite commune où il y a 50 salariés que dans une région d'Île-de-France où il peut y en avoir plus de 10 000. On n'est pas du tout dans le même… Par contre, il y a les mêmes problèmes, il y a les mêmes agents, il y a les mêmes contraintes. Et là, une fois qu'on a négocié au national, il faut faire appliquer les textes localement, les mettre en œuvre. Parce que les lois disent toujours, libre administration des collectivités, que l'employeur peut. Et je peux vous assurer que du peut à va faire, eh bien, il y a toute la force de conviction des gens qui vous représentent localement. Et justement, donc ça, entre votre action nationale et l'action locale, comment ce chaînage s'effectue? Alors, ce chaînage, pour en revenir précisément à la qualité de vie au travail, donc qui passe par ce que l'on appelait les CHSCT, qui sont aujourd'hui des formations spécialisées, c'est la formation. Tout le monde a le droit à 3 jours de formation par l'employeur, mais également à 2 jours par des organismes de leur choix. Et nous, à l'UNSA, nous allons proposer, nous l'avions déjà fait la dernière fois, de former des gens, cette fois-là non plus sur les textes stricto sensu, mais beaucoup sur les moyens, les arguments que l'on peut apporter, comment on peut les motiver et comment on peut faire avancer les choses pour que ce soit gagnant-gagnant, parce que des agents qui se portent bien, eh bien, c'est une collectivité qui va mieux, ce sont des rapports avec l'employeur qui deviennent plus fluides, et c'est exactement ce vers quoi on veut aller. Et je voulais aussi vous dire que ça, c'est de la théorie, mais dans la pratique, quand un agent souffre de son travail, il n'est plus souvent en état, ou il n'a pas été en état, de se faire entendre de son employeur ou de sa hiérarchie propre. Et à ce moment-là, il lui faut un relais. Il lui faut un relais parce que quand on ne peut plus s'exprimer, alors bien sûr, on peut entamer une psychothérapie, mais dans le travail, les relais les plus proches, et surtout ceux qui sont mandatés pour le faire, ce sont les représentants syndicaux. Et à ce moment-là, quand vous êtes accompagné auprès de l'employeur pour parler de vos difficultés, vous n'êtes plus en face à face. Vous avez quelqu'un qui argumente, qui remet ça dans un contexte, et ça change tout. Le fait de ne plus se sentir seul, le fait d'être entendu, ça change tout. Et je pense vraiment que de pouvoir être entendu, écouté par quelqu'un qui connaît votre milieu de travail, c'est vraiment un plus. Alors, je vais juste conclure pour vous dire qu'aujourd'hui, on est en période où en décembre, tous ces agents vont se renouveler dans la fonction publique, des représentants syndicaux. Vous voterez pour ceux que vous choisirez en décembre. Moi, je vous inviterai à voter ceux qui vont porter l'étiquette UNSA, parce que pour vous défendre, on a besoin que vous les élisiez. Je vous remercie. Merci Sylvie. Alors, on le voit, il y a une parole syndicale qui prend des formes diverses et variées. Monsieur Rondeau, donc, qui est directeur du centre de gestion du département de la Loire. Alors, vous, quelles actions et quelles perspectives vous pouvez nous donner justement en ayant ce rôle du directeur du centre de gestion? Bonsoir. Évidemment, compte tenu de ma fonction, je ne donnerai pas de consigne de vote. Mais on espère en tout cas avoir des représentants du personnel formés, constructifs et qui permettent aussi de faire un travail sérieux, pragmatique, parce que je crois beaucoup à la politique des petits pas. On ne peut pas tout régler en un seul jour et c'est important de se faire confiance, de partager. Et c'est un peu l'esprit de ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, je ne vais pas tout de suite répondre à votre question, si vous me le permettez. La journée a été très riche, très dense. Beaucoup de choses ont été dites, redites, bien dites, bien mieux que je ne le ferais moi-même. Mais au cours de cette journée, m'est revenue une petite réflexion que j'avais entendue il y a quelques années. Alors, je ne vais pas faire le savant, j'ai profité d'une pause pour essayer de retrouver la référence et je vais la partager avec vous si vous voulez, ce ne sera pas très long. Je sais que le temps est compté et que certains ont des contraintes de temps et de délai, de transport. Alors, un jour, un étudiant aurait demandé à une célèbre anthropologue américaine qui s'appelle Margaret Mead ce qu'elle pensait être le premier signe de civilisation. S'agit-il de la maîtrise du feu, de l'abandon de l'abri naturel pour un habitat construit? Et Margaret Mead
lui répondit ceci. Lors de mes travaux, j'ai découvert des squelettes humains avec un fémur qui avait été cassé et qui avait été guéri. Dans la nature, un animal qui aurait eu un fémur cassé n'aurait pas pu aller boire, n'aurait pas pu aller manger, aurait été évidemment victime des prédateurs immédiatement. À un moment, un être humain a mis en protection un autre être humain, l'a mis en sécurité, l'a nourri, etc., pour lui permettre effectivement de se sauver. Le premier acte de civilisation, ce serait prendre soin d'autrui. Finalement, moi, je trouve que cette définition, elle correspond bien à ce qu'on se dit aujourd'hui. On fait société, on fait civilisation ensemble. Et on a besoin d'être tous acteurs. Et je crois que la réussite passera de toute façon si nous construisons ensemble. Alors, ça a été dit, je ne vais pas le refaire rapidement. Le premier acteur de sa sécurité, de sa santé, c'est évidemment le salarié lui-même. Mais l'environnement immédiat, les collègues, la hiérarchie de proximité, et puis bien sûr l'employeur, dont on attend beaucoup. Alors, on réussira ensemble, il ne faut pas en faire un sujet de crispation et de conflit, autant que possible. Une fois qu'on a fait ce constat, je vois deux contraintes qui pourraient devenir deux opportunités, qui sont un peu d'époque, ça a été dit aussi aujourd'hui. La première contrainte, c'est qu'on a en face de nous maintenant des salariés qui convoquent le sens, l'éthique. Que ce soit les jeunes générations qui sortent d'école et qui parlent du monde, de son avenir, du climat, mais ce soit aussi ceux qui, après avoir vécu l'épisode du Covid, reviennent en disant j'ai envie de trouver un autre sens à mon activité. Et on doit l'entendre en tant qu'employeur, et c'est sans doute une contrainte, mais c'est aussi une opportunité pour changer et pour redonner du sens visible à notre action. Deuxième contrainte qui est très très forte, c'est la rareté de la ressource humaine. On n'en a peut-être pas suffisamment parlé, j'ai lu récemment quelques rapports sur le sujet. Dans les années qui viennent, les 5 années qui viennent, 800 000 personnes vont partir chaque année à la retraite. On estime que 500 000 personnes vont arriver sur le marché de l'emploi. On perd 300 000 emplois par an pendant au moins 5 ans. Au niveau européen, c'est, paraît-il, 35 millions d'emplois qui vont disparaître. Ça veut dire quoi? D'abord qu'on ne pourra peut-être pas tout faire de la même manière et qu'il va falloir penser à se réorganiser. Que peut-être on a vécu, on parle de sobriété, mais peut-être qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'on ne pourra plus assurer, en tout cas plus de la même manière. Puis ça veut dire surtout qu'on va être en concurrence les uns avec les autres, au sein du privé, au sein du public, mais on voit de plus en plus entre le public et le privé. Et seules les organisations qui sauront s'adapter et prendre en compte les demandes et les aspirations des salariés vont pouvoir survivre. Donc la QVCT, la rémunération, enfin tous ces éléments indispensables, ce ne sont pas simplement des réflexions connexes, elles sont essentielles, elles sont principales. Et je pense que peut-être la chance de tous, c'est que les employeurs n'ont pas d'autre choix que de changer, de prendre en compte, de proposer. Et ça, c'est plutôt, j'espère, une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? C'était le sens de votre question, je reviens quand même à votre question. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, le centre de gestion a un ADN un peu particulier, mais je vois 3 axes principaux que je vais développer très, très vite. D'abord, et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, sensibiliser, informer, communiquer. Il faut sans cesse élargir les publics, aller chercher toutes les bonnes volontés pour échanger sur ce sujet qui est essentiel. Il faut le faire, et en particulier auprès des employeurs. Et tout à l'heure, dans la table ronde précédente, la question sans tabou était posée du financement, et je pense qu'elle est aussi importante. Quand on va voir un chef d'entreprise ou un maire, il a un budget, il a des contraintes, et on vient lui parler de QVCT, il va me dire, mais c'est encore du temps, c'est encore de l'énergie, c'est encore de l'argent. Ben, il faut lui dire qu'effectivement, de toute façon, il aura un coût à la fin. Et que tant qu'à faire, l'euro qu'il va dépenser, il vaut mieux le mettre en amont, en prévention, parce que peut-être qu'il rapportera 2 fois ou 5 fois l'euro investi. Mais en tout cas, il va contribuer d'abord à baisser l'absentisme, c'est une chose, améliorer le climat de travail, la confiance, d'une certaine manière, la productivité, le bien-être. Donc tout ce discours, il faut qu'on arrive à tenir comme une sorte de pari de Pascal en disant, mais essayez, mettons cet argent en amont et voyons le résultat. Et on est à peu près tous sûrs autour de cette table et dans le public que le pari sera réussi. Donc sensibiliser, communiquer. Deuxième axe, vous l'avez dit aussi, mutualiser, parce que ça nécessite de l'expertise et de la compétence. Et les petites entreprises, on a vu notre coiffeuse tout à l'heure, mais les petites collectivités, vous en avez fait référence, n'ont pas ces compétences en interne. Et il faut donc qu'on puisse proposer des solutions partagées ou mutualisées. Alors, Dieu merci, dans la fonction publique territoriale, les centres de gestion y contribuent un peu.
sans doute pas suffisamment, mais je crois qu'il faut qu'on trouve des solutions intelligentes pour pouvoir apporter ce niveau de compétence. Et puis, troisième axe, mais je pense qu'il fait sens aussi aujourd'hui, avec tous les partenaires qui vont prendre la parole après moi, nous sommes de nombreux acteurs, mais méconnus. Je pense que de nombreuses entreprises, collectivités, ne savent pas tout ce qu'on peut proposer. Et donc, il y a peut-être autour d'une idée de réseau, de guide, de montrer ce qui existe, de montrer la palette pour qu'effectivement un dirigeant puisse se dire « Tiens, j'ai un problème d'ergonomie, j'ai un problème psychologie, j'ai connu un traumatisme collectif dans mon entreprise », qui puisse avoir tout de suite avoir accès à cette information. Et je trouve que trop souvent, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Voilà. Donc, si on peut avoir ces trois pistes, sensibiliser, mutualiser, et puis partager et faire réseau ensemble, je crois qu'on aura gagné. Merci beaucoup, Monsieur Rondeau. Vous me faites une transition service sur un plateau, justement, avec les partenariats. On va passer le micro donc, à Frédéric Villeray du groupe UP. Donc, tout le monde connaît le groupe UP. Qui ne connaît pas le groupe UP, hein? Donc, les chèques déjeuner, etc. Et donc, au niveau de votre groupe, justement, quelles sont les pistes, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer pour aider, en partenariat, justement, avec les employeurs, des solutions pour le personnel et les salariés? Oui, donc effectivement, notre rôle, notre métier, c'est de pouvoir proposer à toutes les composantes du dialogue social des solutions, des dispositifs qui rentrent dans le champ de la négociation, notamment. Donc, les chèques déjeuner, qui est le titre restaurant. Et puis, on peut parler aussi du CESU, chèque emploi service universel. Donc, ces deux dispositifs qui se négocient avec l'employeur, puisque l'employeur doit même apporter une partie du financement, rentrent pleinement dans le champ de la QVCT aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une opportunité d'obtenir une rémunération, un revenu complémentaire, puisqu'effectivement, il y a un intérêt financier, mais c'est aussi, par exemple, pour le chèque déjeuner, la possibilité justement de déjeuner dans de bonnes conditions, de manger de manière saine et équilibrée, d'avoir peut-être un peu plus les moyens de le faire, de créer du lien social, puisque quand on a un peu plus les moyens d'aller déjeuner, on peut se permettre d'aller manger un plat du jour avec les collègues, etc. Donc ça, c'est important. Sur le CESU, qui est un titre de paiement de prestation d'aide à la personne, là, on vise d'autres questions liées à la QVCT. Ça peut être des questions de vie familiale, de garde d'enfants, par exemple. Ça peut être des questions d'aide aux personnes handicapées, aux aidants familiaux. Oui, ce terme, aidants familiaux, m'avait interpellé dans notre échange préparatoire. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là, sur les aidants familiaux? Alors, par exemple, dans les négociations avec l'employeur, vous pouvez porter des sujets ou des problématiques qui peuvent être permanentes ou occasionnelles. Et avec le CESU, par exemple, on peut cibler la négociation. Ce n'est pas forcément une négociation pour l'ensemble des personnes, même si chacun n'est pas obligé de s'exprimer sur sa vie privée, en tout cas publiquement. Mais il peut y avoir des choses qui remontent et qu'on peut aller défendre. Les aidants familiaux, c'est un sujet. Par exemple, quand on a un conjoint qui est malade, un enfant handicapé, on s'occupe d'un parent dépendant, etc. Ça vient impacter sa vie en règle générale, et ça a évidemment un impact sur le travail, sur la charge qu'on a apportée, la charge mentale notamment. Et l'employeur a une part, une part de responsabilité dans le fait de trouver un équilibre entre tous ces éléments-là. Donc, avec le CESU, on a la possibilité d'aller négocier une participation de l'employeur sur le CESU, par exemple, pour pouvoir payer des heures de ménage, de la garde d'enfants, et pouvoir se libérer du temps, se libérer l'esprit.
Voilà, par rapport bien, à, oui. à toutes ces choses qui peuvent entrer comment on dit, la conciliation de la vie privée et de la vie Absolument. professionnelle. Ben, merci beaucoup pour cet éclairage, Monsieur Villeray. Donc, je pense que les solutions UP seront entendues et promues par les représentants du personnel ici présent. Nous allons donner la parole maintenant à Nathalie Milanetti, qui représente le groupe Vive. Merci. Alors, bonjour à tout le monde. Je remercie tout d'abord Corinne et son équipe pour l'organisation, pour cette belle journée. Et puis vous tous, parce que sans vous, voilà. Ceci dit, le groupe Vive, alors qui est le groupe Vive? Le groupe Vive est né du rapprochement de plusieurs mutuelles, et notamment les 3 principales, donc MNT, qui agit sur qui accompagne la fonction territoriale, le MGEN, Éducation nationale, pardon, et fonction hospitalière, et puis Harmonie Mutuelle, qui est en interpro. Voilà. Alors, le groupe Vive, par rapport à la journée qui nous a occupés, agit au plus près des territoires. On le voit, c'est de telles manifestations en territoire, c'est extrêmement important. Et nous restons toujours en lien avec les acteurs nationaux, régionaux, préventaires, également les partenaires sociaux, bien évidemment. Voilà, toutes ces questions autour de la qualité de vie au travail et de tous les risques liés aux professionnels, les risques professionnels. Alors, quoi de mieux pour illustrer ce que je viens de vous dire, c'est de passer la parole à un représentant local, voilà, qui est Nadine. Nadine Godban, donc représentante locale de la MNT. Donc, les politiques de groupe descendent au travers dans les maisons. Voilà. Donc, qualité de vie au travail, RPS? On est à fond, hein, on est bien sur le terrain. Alors bon, donc je suis Nadine Godban, je suis responsable développement sur le périmètre de la Loire. Donc, je travaille moi à la MNT depuis 7 ans maintenant. Pour rappel, la MNT, et c'est pour moi important, elle a été fondée par des territoriaux, pour des territoriaux en difficulté. En l'occurrence, lorsqu'ils se retrouvaient avec des problèmes de santé et qu'ils n'avaient pas les moyens de les financer, c'était les collègues en fait qui venaient à la rescousse en pot commun. Finalement, cette genèse, eh bien, elle perdure puisqu'aujourd'hui, on agit sur les 2 volets, à la fois mutuelle, donc complémentaire santé et prévoyance, garantie maintien de salaire. Et c'est justement les cotisations, on va être clair, hein, des agents de la fonction publique territoriale qui aident encore, qui accompagnent les agents qui rencontrent des soucis de santé. Donc, mon rôle principalement, eh bien, c'est d'accompagner les agents et surtout, j'aurais envie de dire, les décideurs, de les informer sur les offres que nous avons et puis de les alerter quelquefois sur la méconnaissance en fait du statut des agents de la FPT, puisque vous le savez, hein, il y a quand même un statut assez particulier et encore aujourd'hui peu protecteur sur cette fonction. Et nous, on milite, nous sommes engagés vraiment à vos côtés, justement. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on intervienne sur des réunions, sur des manifestations, ce serait avec grand plaisir. On n'oublie pas et on garde dans le scope que la réforme du décret donc de la protection sociale complémentaire approche et je serais ravie de partager des rendez-vous pour vous présenter justement les grandes articulations, les grands mouvements qu'il va se passer dans la fonction publique, puisque du coup, ça va obliger les employeurs, donc les collectivités territoriales, aujourd'hui, à participer sur le volet santé et sur le volet prévoyance. Donc, nous, on est sur le terrain, on garde ça en tête et voilà. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas, mes cartes de visite sont sur la table. Voilà, donc les cartes de visite de Nadine Godban sont sur la table. Il ne faut pas hésiter à les prendre afin de travailler en collaboration et en proximité sur le terrain. Merci beaucoup pour votre intervention.
Nous avons maintenant David Ribaud d'Aesio. Bonjour, également merci à tous et merci. Alors Aesio, Alors Aesio, deuxième groupe mutualiste français, hein, spécialisé dans tout ce qui est santé et prévoyance. Hein. Dans le cadre d'Aesio, on fait partie du groupe AMA, Aesio Massif. Hein. Donc sans vous rentrer dans le détail de toute notre composition, voilà, aujourd'hui nous sommes le deuxième groupe mutualiste derrière le groupe Vive, mais on s'en sort pas trop mal non plus. Alors en termes de services, mais je ne vais pas vous faire le catalogue de tout ce qu'on peut vous proposer. Mais voilà, aujourd'hui, on mène quelques images sur je sais pas moi, les questions d'assistante sociale ou des choses comme ça qui peuvent être. Voilà, dans le cadre de l'activité mutualiste, donc on a des fonds sociaux, hein, sur lesquels on porte une attention particulière et une étude particulière à tous ces sujets. À Aesio, on a aujourd'hui, puisqu'on met un accent assez fort sur la prévention, une vingtaine de préventeurs qui viennent au plus près des entreprises et des adhérents pour monter des actions de prévention. Pour nos partenaires, on a également mis en place un partenaire organisation syndicale et aussi patronale des webinaires une fois par mois sur les grandes thématiques de la prévention, hein, que ce soit sur le document unique, les risques psychosociaux, les questions de télétravail, auxquels vous avez tous accès, hein, puisque ces webinaires sont ouverts à tous nos partenaires. Et une fois que vous y avez été, vous y avez accès aussi en replay, ce qui vous permet, quand vous aurez des questions plus tard lors d'un CSE, de pouvoir reconsulter ces webinaires. Après, peut-être que ça permettra d'ouvrir aussi un petit peu le débat sur toutes ces questions de QVT et de prévention. Voilà, aujourd'hui, on fait énormément de choses en termes de contenu, d'offres de services. Bon, je pense souvent, vous n'avez même pas forcément connaissance, hein, puisque on a souvent un empilement de services dans le cadre de ces contrats frais de santé ou de prévoyance dont on ignore souvent même le contenu. Hein. Et le vrai enjeu, parce que je trouve que malgré tout, c'est la prévention, déjà, elle est dans nos métiers, hein, de complémentaire santé ou de prévoyance, elle est assez, de mon point de vue, inégalitaire, puisque, si vous voulez, dès lors qu'on n'a pas un niveau de mutualisation suffisant, quand on est recommandé aujourd'hui sur une branche, ou alors encore mieux, à l'époque désigné sur une branche, on pouvait faire des actions, j'allais dire, qui tenaient compte des typologies, des difficultés de travail d'un métier, et faire des choses vraiment très pointues et qui avaient une vraie valorisation. Parce que, là, malgré tout, notre métier, c'est un métier d'assureur, hein. Et quand on fait de la prévention, c'est pour soit limiter la fréquence, soit la gravité d'un risque qui est aléatoire. Et aujourd'hui, quand on se positionne sur des temps courts, comme on l'est aujourd'hui avec la résiliation infra-annuelle et la réduction des effectifs avec la fin des accords de branche, donc on revient au niveau de l'entreprise, et l'entreprise peut nous résilier chaque année, aujourd'hui, mener des réelles actions de prévention sur lesquelles nous, on aurait une plus-value derrière en termes soit de fréquence, soit de gravité, c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que je pense... voilà, vous, en tant que représentant du personnel, tout ça, c'est un sujet sur lequel il faut se recréer ces dispositifs de solidarité et de mutualisation, parce qu'il n'y a qu'en ayant, j'allais dire, des niveaux de mutualisation suffisants qu'on pourra faire des actions qui ont, entre guillemets, un véritable impact sur la fréquence et la gravité. Et notamment, je fais rapidement, mais c'est moi où je ferai vraiment un focus, parce qu'en frais de santé, c'est très bien, je veux dire, la prévention, le vrai risque grave, c'est celui de la prévoyance. Et prévenir une incapacité ou une invalidité, c'est plusieurs années d'investissement entre guillemets, pour prévenir, par exemple, les maladies addictives, pour prévenir les risques en entreprise. Et si on n'a plus ce temps long pour les prévenir, c'est sûr qu'on continuera à être dans un système de réparation plus que de prévention. Et j'ai peur un petit peu par moment qu'on fasse un peu du prévention washing ou de la QVT washing. J'ai entendu ça tout à l'heure, mais voilà un petit peu. Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Ribaud. Et je pense que vos cartes de visite sont aussi accessibles. Voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons autour de nous des partenaires et qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter, même parfois peut-être à tort, parce qu'on n'est pas dans le bon champ d'expertise, mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux solliciter à tort que de ne pas solliciter et de rester seul en autonomie. L'autonomie, oui, mais en équipe. Et donc, je vais en profiter pour donc passer la parole de conclusion à notre cher ami Dominique Corona avec Corinne. Tous les deux, vous allez nous faire ça. Hein, voilà. Un beau duo de mixité, hommes-femmes, pour vous remercier à toutes et tous, partenaires, participants, intervenants, spectateurs et nos techniciens, les personnes à la technique qu'il ne faut pas oublier, les hommes de l'ombre qui ont été là pour aussi assurer les présentations, le Facebook Live,
où M. Gilles Mondon a failli perdre ses cheveux à force de se les arracher sur la mobilité de la caméra. Merci beaucoup, Gilles. C'est vrai, c'est vrai. Dominique, Oui. Corinne, à vous. Bon, merci. Alors, d'abord, un grand merci. Je pense que ceux qui pensent que les syndicats servent à rien, eh bien, aujourd'hui, sont servis. Rien que de faire cette journée, on démontre notre utilité parce qu'on a réussi à mettre à la fois des employeurs, à la fois des partenaires et à la fois des élus et des militantes et des salariés dans une salle pour parler d'un sujet extrêmement important, ce qui est la santé au travail, la qualité de vie au travail. Moi, je voudrais vous dire que déjà, quand j'entends nos partenaires mutualistes nous parler, je leur lance encore un appel, mais je le fais souvent. Je l'ai fait encore au congrès de la FNMF il n'y a pas si longtemps que ça à Marseille. Oui, il faut qu'on travaille ensemble. Oui, aujourd'hui, il y a effectivement d'un côté les employeurs, d'un côté les groupes de protection sociale, de l'autre côté, il y a la médecine du travail, la santé au travail. Et si on veut faire progresser effectivement ces sujets, si on veut effectivement apporter du bien-être aux salariés, si on veut faire de la prévention utile, il faut travailler ensemble. Et aujourd'hui, je le dis, je trouve qu'il y a trop de silos entre nous et pas assez de partage. Et c'est dans le partage qu'on pourrait effectivement trouver des solutions. Nous, syndicalistes, nous, les élus, on n'est pas des spécialistes de la prévention ni de la santé au travail. On sait pas faire, on sait faire remonter les sujets, on sait parler de l'organisation du travail, on sait parler effectivement de l'ergonomie du poste du travail, mais on n'est pas des professionnels. Et effectivement, quand on vous désigne dans une branche, ou quand on vous désigne dans une entreprise, ou dans une collectivité, il faut à tout prix qu'il y ait un groupe de travail qui se mette en place pour parler prévention avec la mutuelle, avec effectivement les élus et avec l'employeur. Et la médecine du travail, c'est extrêmement utile. Et aujourd'hui, je le dis, je le regrette, ça ne se fait pas assez. Et donc, il faut aller, me semble-t-il, beaucoup plus loin sur ces sujets. Pourquoi c'est important? Et vous allez voir, je vais faire un lien parce qu'on est obligé de parler de l'actualité quand même, qu'on le veuille ou non, puisqu'on est là. Les maladies chroniques explosent en France. Les arrêts de travail explosent en France. Quand on arrive aujourd'hui à l'âge de la retraite, 50% des salariés ne sont déjà plus en emploi. Ils sont soit au chômage, soit au RSA, soit en invalidité à l'incapacité. Alors, vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, aujourd'hui, le gouvernement veut faire une réforme des retraites. Je n'ai pas de scoop à vous donner. Hein. Je ne sais pas si le président de la République va vouloir faire cette réforme-là tout de suite. Mais ce que je sais, c'est s'il le fait, ça veut dire que de toute façon, le problème de maladie chronique, le problème effectivement de désinsertion professionnelle des seniors, le problème d'emploi des seniors ne sera que encore bien plus important. Et donc, il y aura une translation effectivement de la retraite vers d'autres budgets. Une étude a été faite à ce sujet. C'est pour ça que nous, à l'UNSA, on s'oppose fortement, fermement à tout report de l'âge légal de départ en retraite. Si effectivement on repousse l'âge légal de 62 à 64 ans, c'est simplement 0,1 point de PIB, 2,3 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'effectivement, soit on se retrouvera au chômage parce qu'il n'y a pas d'emploi de seniors, parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on est vieux, ce qu'on appelle vieux, pas moi, hein, c'est l'employeur, à partir de 55 ans, on nous vire. Parce qu'effectivement, on n'a pas fait suffisamment sur la santé au travail, on n'a pas fait suffisamment sur l'accompagnement des carrières. Comment voulez-vous aujourd'hui par exemple, quelqu'un qui est un charpentier monte sur un toit à 65 ans, 62 ans. Déjà, à 62 ans, c'est trop tard, il ne peut pas le faire. Donc, on voit effectivement que tous ces sujets sont devant nous. Et donc, je voudrais, pour conclure, vous dire que, un, on n'acceptera pas que l'âge légal bouge. Deux, on n'acceptera pas que, effectivement, le nombre de trimestres bouge. Et trois, ce qu'il faut faire, si on veut aller sur ces sujets-là, ce sont des sujets d'ampleur où on doit mettre carrière, travail, sens du travail, qualité de vie au travail, emploi des seniors. Et là, peut-être qu'effectivement, on pourra retrouver des solutions pour que tout le monde puisse vivre heureux et vivre heureux aussi après sa retraite. Voilà, donc je voulais vous remercier. Merci encore à Corinne pour tout ce qu'elle a fait. Je trouve qu'effectivement, c'était super bien. J'espère que d'autres sections UNSA le feront de la même façon. Et je te l'ai dit, Corinne, en aparté, je vais le dire maintenant officiellement. Heureusement que c'est toi qui l'as organisé et pas Gilles. Merci. Merci en tout cas. Moi, le but de cette journée, comme je disais, un maillon seul ne peut pas faire grand-chose. Par contre, un regroupement de maillons, eh ben, on forme une chaîne de solidarité. À vous maintenant d'être les acteurs sur le terrain, d'aller rencontrer les partenaires et puis de co-construire ensemble justement des conditions de travail
qui permettent d'arriver à la retraite en pleine santé pour profiter de sa retraite. Et moi, j'ai adoré co-construire justement cette table ronde avec Alain. Et il faut savoir que Alain, lui, va bientôt profiter de sa retraite, ce petit vénard. Et il m'a avoué que c'était peut-être sa dernière table ronde. Et quand j'en parlais à mes enfants, mon petit dernier, il m'a dit il a de la chance, lui, il va finir en beauté avec ta table ronde. Donc, en tout cas, moi, j'espère qu'il a terminé en beauté. Et je voudrais surtout qu'on l'applaudisse très fort parce qu'il a fait un sacré travail de liaison. Et ici, c'est presque le départ de la Loire. Il va retourner, lui, vers l'estuaire de la Loire. Et j'aimerais qu'il apporte un petit peu une spécialité de chez nous, hein, les chocolats West, pour te remercier, Alain. Merci. J'aimerais remercier aussi tous les partenaires parce que franchement, 2 ans et demi d'attente, j'avais très peur qu'ils s'effritent, mais ils ont toujours répondu présents. Donc, merci beaucoup à eux. Et pour finir, j'aimerais surtout remercier énormément mon équipe parce que je suis la chiante de service. Au centre de gestion, ils s'en aperçoivent quand j'interviens, mais je suis déterminée, j'ai mes idées, mais j'ai aussi une super équipe qui me suit et je voudrais qu'on les applaudisse très fort parce que derrière, ils ont rangé, ils ont organisé. Merci à eux. À vous de jouer maintenant pour la santé de tous. Maintenant, vous pouvez repartir chez vous avec plein d'envie de co-construire une qualité de vie au travail. Merci à vous. Voilà, c'était en direct du Chambon-Feugerolles, la webinaire de cette journée organisée par le syndicat des territoriaux de la Loire et l'Union locale de Londaine, vu que c'est la vallée qui nous accueille, UNSA. Je remercie l'ensemble des participants, l'ensemble des techniciens, l'ensemble des intervenants. Et j'espère que cette journée vous aura plu sur les réseaux sociaux, sur Facebook. N'hésitez pas à partager, à commenter et nous ferons remonter les questions si vous en avez dans les commentaires à qui de droit. À très bientôt sur les Facebook Live de l'UNSA Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai remplacé aujourd'hui Bruno Bisson, notre secrétaire régional, qui est absent et à qui je souhaite tous mes voeux de prompt rétablissement. Voilà. À très bientôt. Au revoir les amis.